Bonjour à tous, je vous confirme que je suis là comme présidente du mouvement ATD Quart Monde. Je ne sais pas ce que RFI a à dire sur la question des fragilités. On pourrait d'ailleurs, les journalistes, réfléchir à ces questions-là. Je voudrais vous dire d'abord, je suis très heureuse d'être avec vous, même si c'est un dimanche matin. Et je voudrais vous dire d'abord quelques mots sur ce mouvement ATD Quart Monde. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais vous me permettrez quand même de préciser. Et puis après, je vais surtout parler de cette question de la parole des personnes en situation de pauvreté. Donc, ATD Quart Monde, c'est agir tous pour la dignité. On est un mouvement international, sans appartenance politique ou confessionnelle. On dit qu'on est multiconvictionnel. Vous savez que ce mouvement a été créé par Joseph Wrezinski dans les bidonvilles de la banlieue parisienne, dans le bidonville de Noisy-le-Grand. Et justement, la particularité de ce mouvement, dès le début, c'est qu'il a été créé avec les personnes en situation de précarité. Aujourd'hui, on est présent dans une trentaine de pays. Et notre but, c'est d'éradiquer la misère. Oui, on a beaucoup d'ambition là-dessus. Et pour ça, on travaille à la fois sur le terrain, avec les personnes en situation de pauvreté et de précarité, pour obtenir l'application de leurs droits. On travaille auprès des institutions, des politiques, des parlementaires pour faire changer les lois, évoluer les pratiques. Puis on travaille aussi auprès de l'opinion publique pour qu'elle change de regard sur les pauvres et la pauvreté. Et je me dis que quand je vous dis ça, on se rejoint finalement sur pas mal de points. Une question de la justice sociale et une autre qui est la rencontre. Et c'est par la rencontre avec des personnes en difficulté qu'on peut changer de regard. Donc je vous l'ai dit, je vais surtout vous parler de la question de cette parole des personnes les plus pauvres, c'est-à-dire certainement les écouter, leur donner la parole, mais c'est aussi aller plus loin que ça, c'est avec eux élaborer une pensée. Avec eux, élaborer qu'est-ce qu'on demande pour lutter contre la pauvreté. Je vais vous donner juste un exemple pour commencer. À Manille, où nous sommes présents dans deux endroits, des familles qui vivent dans un cimetière et des familles qui vivent sous un pont, on a, au moment d'un typhon, les familles qui vivent sous un pont, la mairie se dit il faut les reloger, il faut trouver une solution, c'est plus possible. Et ils sont relogés à 50 km du centre-ville de Manille, à un endroit où il n'y a pas de transport, pas de travail. Certes, des logements qui sont corrects, mais finalement, tout le reste de la vie et de ce qui permet de vivre n'y est pas. Donc les gens sont re-rentrés dans le centre-ville. Voilà bien une décision qui est prise par les autorités, sans consulter les personnes concernées, et qui du coup aboutit non seulement à un non-sens, mais à ce que les familles reviennent dans le centre-ville. Depuis d'ailleurs, les choses ont évolué, et les autorités travaillent avec les associations, avec les familles pour voir les conditions de relogement. Et donc c'est ça qui nous fait dire que si dans les politiques, dans les lois de lutte contre la pauvreté, on ne s'appuie pas sur ce que veulent les personnes concernées, donc non seulement sur leurs paroles, leurs pensées, mais aussi ce qu'ils veulent décider, on n'y arrive pas. Alors après, je voudrais vous dire un petit peu comment on fait finalement dans nos actions pour que cette parole des personnes en situation de précarité puissent être écoutées, entendues, prises en compte dans nos décisions. Je vais vous parler d'abord d'un endroit qui sont les universités populaires, Quart Monde, qui sont un endroit où des gens comme vous et moi travaillons avec des personnes en situation de précarité sur des thématiques très souvent en fait liées à l'actualité. On a beaucoup travaillé l'année dernière sur la COP21, sur la question de l'accueil des réfugiés, sur la question du logement. Et on échange et on essaye de voir qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce qu'on a à dire sur le sujet et qu'est-ce qu'on voudrait. Et c'est vraiment pour nous à la fois un lieu de consultation, de connaissance de ce que veulent les personnes en situation de précarité. C'est ça qui nous permet de proposer après des lois ou une meilleure application des lois au gouvernement. Moi, j'y ai participé pendant plus de 12 ans à ces universités populaires. Ça a complètement changé mon regard sur la pauvreté. J'avais une méconnaissance totale avant ça de ce que c'était que vivre dans la pauvreté, de ce que c'était le combat de tous les jours des personnes qui vivent dans la pauvreté. J'ai été absolument admirative. Je vous dirai deux choses là-dessus. Une première, quand même, la découverte que des familles qui vivent, une famille entière, dans une chambre d'hôtel, les conditions d'apprentissage des enfants à l'école ne sont pas les mêmes. Comment faire ses devoirs quand on est tous dans la même pièce? C'est aussi ce que nous disait une femme il y a un mois au moment de l'inauguration du nouveau centre d'hébergement à Noisy-le-Grand, notre centre de promotion familiale, qui disait « mais enfin j'ai une cuisine, enfin je peux faire de la cuisine pour ma famille ». Donc la rencontre avec les personnes en situation de précarité, c'est une prise de conscience de ce qu'ils vivent et c'est aussi une prise de conscience de ce qu'il faudrait changer.
Après cette question des universités populaires, on a voulu aller un peu plus loin et on travaille sur un croisement des savoirs depuis une vingtaine d'années où on se dit qu'au départ, par exemple, l'histoire des plus pauvres a toujours été écrite par des personnes qui ne vivaient pas dans la pauvreté. Et puis on s'est aperçu que si tout le monde était d'accord maintenant aujourd'hui pour écouter les plus pauvres, on n'était pas encore forcément d'accord pour construire avec eux et pour élaborer une pensée ensemble. Et le croisement des savoirs, c'est ça. C'est finalement des échanges entre des chercheurs, des praticiens, qui peuvent être tout ce qui est éducateurs, travailleurs sociaux, mais qui peuvent être aussi des magistrats quand on travaille avec la justice, qui peuvent être des enseignants, et je dirais un troisième collège, entre guillemets, qui sont les personnes qui vivent en situation de précarité. Et ces trois-là échangent, mais non seulement échangent, mais vont élaborer ensemble ce qu'ils veulent et ce qu'ils disent sur le sujet. Si on peut prendre la question, par exemple, de l'accès au logement. On lance dans le même ordre d'idées une recherche sur les indicateurs de pauvreté. Aujourd'hui, dans le monde, le critère le plus souvent repris, c'est moins de $2 par jour. C'est le seuil, ce qu'on appelle le seuil de pauvreté à l'international, qui ne dit rien de la pauvreté d'ailleurs dans nos pays. Il y a déjà des sociologues et des économistes qui ont travaillé en disant que ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres critères qui seraient intéressants, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès au travail. Mais la nouveauté de ce qu'on veut faire là, c'est justement essayer d'établir des indicateurs. Alors, au début, d'abord des dimensions de la pauvreté, puis après, dans un deuxième temps, des indicateurs. Une recherche qui démarre d'abord pendant 3 ans et qui se poursuivra peut-être après. Et comment on va faire ça ensemble avec des personnes en situation de pauvreté qui vont être co-chercheurs. Cette recherche, elle est menée avec l'université d'Oxford, donc avec des chercheurs de haut niveau, et elle est menée en Tanzanie, au Bangladesh, en Bolivie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France et en Ukraine, donc des pays du Nord, du Sud, et qui, dans chacun des pays, vont travailler avec les personnes les plus pauvres. Et là-dessus, on nous a un peu demandé, mais finalement, quelles sont les conditions pour que les personnes les plus pauvres puissent participer réellement, que ce ne soit pas quelque chose de fantoche. Ce dont on s'est aperçu aux universités populaires, c'est qu'on avait des conditions bien précises sur cette question de la prise de parole, qui est d'une part, parce que les universités populaires, c'est en gros tous les mois ou toutes les 6 semaines, et on est une centaine, mais il y a des groupes de préparation, des petits groupes de préparation toutes les semaines. La première des conditions, c'est préparer avec les personnes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles ont à dire, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Et là, je dirais, par exemple, quelqu'un comme moi n'est pas là pour aider, je suis là pour me conformer avec les personnes en difficulté. J'apprends, j'ai autant appris que ce que j'ai pu apporter. Et c'est pour ça qu'on a un terme un petit peu jargon dans notre mouvement, à ATD Quart Monde, on parle d'alliés et pas de bénévoles, parce qu'en fait, on est alliés à une cause qui est la lutte contre la pauvreté, mais je ne me sens pas bénévole parce que j'ai autant appris que ce que j'ai apporté, et j'ai l'impression que je me suis formée avec des personnes en grande précarité qui m'ont elles-mêmes appris des choses sur ce qu'elles vivaient. Donc je reviens à ces conditions de participation. La question de la préparation. La question d'un temps après la réunion, mais pas forcément juste après, ça peut être une semaine après, de débriefing, c'est-à-dire dans la réunion où il y avait tout le monde, qu'est-ce qu'on a compris, entendu, qu'est-ce qu'on a mal pris. Toute l'importance aussi là-dessus de la question de la formation à la prise de notes. Je vous raconte ça parce que je vous ai parlé des universités populaires, je vous ai parlé du croisement des savoirs. Les personnes en situation de pauvreté sont aussi présentes dans nos instances de direction, dans notre bureau d'orientation, au conseil d'administration. Et je vous raconte ça parce qu'au conseil d'administration, on a évidemment, dans ces cas-là, sont au conseil d'administration des gens, je dirais, des militants qui sont dans le mouvement depuis longtemps, donc des gens qui sont certes en situation de précarité, mais qui connaissent le mouvement depuis longtemps, qui sont donc habitués à la prise de parole. Et bien nous aussi, il y a des moments où on n'a pas su faire. Parce que d'abord, on n'a pas pris ce temps de préparation, et on n'a pas pris ce temps, après le conseil d'administration, d'être ensemble pour savoir comment chacun a interprété ou compris les choses. Quand on n'est pas en situation de pauvreté, on a des gens autour de nous à qui on peut parler et à qui on peut expliquer, bon ben voilà, là franchement au conseil d'administration il s'est passé ça, j'étais pas contente, j'ai pas bien compris ça. Les personnes qui vivent l'exclusion et la précarité, souvent elles n'ont pas forcément de lieu d'échange. Donc voilà, c'était pour vous dire 2 choses qui nous paraissent importantes sur cette question de la prise de parole. C'est 1, la préparation, et 2, la question ce que je pourrais appeler débriefing, j'aime pas tellement ce terme, mais en tout cas l'échange après du comment on a vécu l'instant. Et je vous dis ça, mais avec ça, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est-à-dire que
oui, on voit quelles sont les conditions nécessaires, mais après ça, on est tous les mêmes et on ne dit pas du tout qu'on sait forcément comment faire et ce qu'il faut faire. Nous aussi, on tâtonne. Mais il y a ce souci de reconnaître l'intelligence des personnes en situation de précarité. Et ce n'est pas des mots que je vous dis là. C'est reconnaître leur intelligence et qu'ils ont des choses à dire et que si on ne part pas de ce qu'ils souhaitent et de ce qu'ils veulent, on n'arrivera pas à lutter efficacement contre la pauvreté. Et tout ça, on le fait. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur la question de l'accès aux droits. J'ai parlé du travail qu'on fait pour que les lois changent, pour que les institutions évoluent dans leurs pratiques. Les personnes en situation de pauvreté dans la vie réelle n'ont pas accès aux mêmes droits que les autres. C'est très compliqué pour elles d'accéder aux droits, d'accéder à l'éducation réellement, à la question de la santé, à la question du travail. Donc, c'est vraiment cette question, au bout du compte, de permettre à ces personnes d'accéder aux droits de tous. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'on se rejoint beaucoup, et c'est ce que j'ai dit au début de mon intervention, c'est cette question de justice sociale qui est au cœur de ce que vous faites, l'est aussi au cœur de ce que fait ATD Quart Monde, et cette question du changement de regard. Et je pense que la société évoluera dans la lutte contre la pauvreté si elle change de regard sur les plus pauvres et si elle ne les considère pas comme des gens qui sont coupables. C'est vraiment la société qui est coupable de la situation dans laquelle on est. Merci beaucoup à vous.